Salut les jeunes et bienvenue sur le Smash Show. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des news et des dramas qu'on a pu observer sur le crypto Twitter US et FR. On va plus particulièrement parler de l'algorithme Twitter. Comme vous l'avez vu, il a été open source par Elon Musk. On va essayer de voir les points clés de cet algorithme pour les recommandations des tweets, etc. On va parler également du potentiel reload de FTX 2.0 qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. On parlera également de drama, notamment de la notice, la red notice d'Interpol émise pour Changpeng Zhao, le PDG de Binance. Et on verra qui a lancé cette rumeur et comment ça s'est propagé à vitesse de l'éclair, ainsi que plein de petits tips and tricks de l'algo trading. Et on parlera également du drama Arbitrum aussi, avec le fail du vote et comment Arbitrum a fait un gros doigt à la démocratie en implémentant directement la contradiction du vote. Voilà. Donc sur ce, à tout de suite. Alors, on commence en beauté avec un tweet de Shuzu, donc créateur, cofondateur avec Kyle Davis de OpenX, qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, ou même, il me semble, avant-hier, je ne sais plus. Et donc, c'est l'exchange qui vous promet que vous pouvez utiliser vos claims sur des compagnies qui sont actuellement en banqueroute et vous permettre de trader avec comme collatéral sur l'exchange. Donc, par exemple, moi qui ai une claim de 150 000 dollars chez FTX, je peux aller sur le site, créer un compte et grâce à ma claim, je vais pouvoir avoir 150 000 dollars de capital disponible pour trader. Alors, j'ai justement fait le process d'onboarding, donc j'ai créé un compte sur OpenX, etc. J'ai commencé à regarder, mais je me suis rapidement rendu compte que l'onboarding des claims n'était pas encore disponible. Voilà, à moins que j'ai mal fait un truc, mais pour le moment, je crois que c'est pas encore disponible. Par conséquent, bon, il n'y a aucun intérêt pour l'exchange. La liquidité, elle est cataclysmiquement basse. Pour donner une idée, le premier jour, ils ont fait 1,26 dollars de volume. D'accord? Qu'on soit bien clair. C'est-à-dire que là, tu mets 10 dollars, t'es le roi du pétrole sur la plateforme, genre. Euh, To be honest, ça m'étonne pas trop. Pourquoi? Parce que le seul intérêt de l'exchange, c'est de pouvoir trader tes claims. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'aller sur cet exchange, tout simplement. Donc, ça m'étonne pas. Perso, je n'irai pas sur cet exchange, je pense pas, à moins qu'il y ait un système pour withdraw ta claim avec 80% de rentabilité. Là, pourquoi pas, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils donnent de l'argent comme ça, à moins qu'ils aient trouvé un business model sur bref, je sais pas trop comment ça va marcher, parce qu'il faut rappeler que Shuzu et Kyle Davis, c'est eux qui ont foutu la cryptosphère en partie dans la merde, avec leur giga leverage à la mort, qui était emprunté chez Genesis et qui a fait complètement couler l'écosystème quand Luna s'est crashé. Voilà. Là, ils sont dans une optique de build en transparence pour essayer de se repentir auprès de la communauté. En mode, regardez tout ce qu'on fait, c'est ultra transparent. Vous voyez tout, on n'a aucune honte de montrer nos défaites. Mais alors, en soi, oui, j'ai envie de dire que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Mais bon, passons maintenant à la news qui a énormément buzzé aujourd'hui. Vous voyez 1,8 million d'impressions, d'engagement depuis 12 heures. Et ça a été relayé par plein de newspapers. Alors, il faut savoir que cette news est véridique. Donc, si vous tapez dans votre terminal la commande nécessaire, vous arriverez à ouvrir justement le white paper du Bitcoin qui est installé par défaut sur tous les Mac après 2017, il me semble. Mais cette news n'est pas nouvelle parce qu'en fait, elle existe déjà, elle avait déjà été remontée début 2021, comme nous peut le confirmer ChatGPT. Je vais poser la question ici parce que j'avais un doute. Comme vous pouvez le voir, ChatGPT, il l'a déjà dans sa base de données, donc c'est-à-dire qu'il l'a vu en 2021. Voilà. Si maintenant vous pensez que votre journée était nulle, imaginez ce qu'a vécu la personne dans ce tweet. Donc, si vous ne savez pas, il y a eu un airdrop de 100 000 NFT pour tous les utilisateurs d'OpenSea en fonction de ce que vous avez tradé, etc. sur les dernières années. Et une personne a voulu mettre une collection bid sur tous les NFT de la collection, mais en fait, il s'est trompé et il a mis une bid de 100 WETH sur la collection. Ce qui fait que bah il y a un mec qui a market sell dans sa bid et en gros bah ce truc en fait qui vaut 100 balles, il l'a vendu 180 000 balles. Voilà, donc si vous pensez que votre journée était nulle, vous pouvez revoir vos attentes à la hausse. Tweet du cofondateur de Dragonfly Investment, donc qui est un gros fonds d'investissement crypto,
qui ont lead et qui ont investi 10 millions de dollars dans BitGet. Donc BitGet qui est maintenant évalué à 3 milliards de dollars. Donc petite montée en puissance pour l'exchange. J'en profiterai pour adresser le petit drama qu'il y a eu il y a 1 ou 2 jours à propos de BitGet et de l'équipe de Realty. Donc Realty c'est un token d'investissement dans l'immobilier je crois. Et ils ont participé, enfin ils ont été bootstrap par BitGet dans leur Innovation Zone. Et l'Innovation Zone, c'est un peu comme c'est un launchpad en fait, un peu comme on voit sur tous les exchanges. Sauf que BitGet, évidemment, ils ont des règles strictes sur comment choper les bons projets, sur les règles pour les investisseurs early, les VC, etc. Pour que tout se passe bien et que ce soit pas juste une émulsion, ce soit pas juste un bootstrapping de liquidité pour le projet et que bah, les investisseurs qui achètent sur BitGet se fassent paniquer. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des membres de Realty qui ont profité de cette liquidité énorme pour dump leur token depuis le listing. Donc le token le prix a été divisé par 5 directement après le listing, enfin dans les heures suivant le listing. Et en fait, pourquoi? Parce que la team, il s'est avéré qu'il y avait 4 comptes qui appartenaient à la team qui faisaient que dump des tokens. Et ils ont justifié ça auprès de BitGet comme faisant du market making. Ce à quoi BitGet ils ont dit vous pouvez pas faire du market making juste en vendant les tokens. Il n'y avait pas d'activité d'achat. Donc euh, à ce moment-là, BitGet a décidé de freeze les comptes pour le moment des 4 personnes pour qu'ils arrêtent de dumper et de rembourser. Du coup, il y a eu un post que j'ai partagé sur le Discord et ils ont décidé de rembourser à hauteur de 600 000 dollars avec les fonds de l'assurance fund de BitGet les utilisateurs qui ont été touchés par le listing parce que du coup, il y a des gens qui ont market buy le listing au début et qui ont perdu pas mal d'argent parce que bah, la team était en train de turbo dump contre eux. Donc, est-ce que c'est un buzz marketing? Est-ce qu'il y a eu une couille, etc. J'en sais rien. Encore une fois, pour tout ce qui est exchange centralisé, moi, je vous recommande de garder juste ce que vous avez utilisé pour faire du trading sur 3 4 mois. Voilà, c'est du moyen court terme. Et le reste, vous envoyez tout en cold storage, comme ça on est tranquille, on se fait pas une FTX, même s'il y a aucune. Enfin, je dirais pas qu'aucune chance, parce que bon, FTX nous a prouvé le contraire. Mais pour moi, BitGet, Bybit, c'est solide. Ils ont tous des trading desks, bien sûr. Et voilà. Et du FUD, on va en prendre parce que c'est de l'engagement farming facile, dans le sens où, bah, de nos jours, vu que les gens, maintenant, on l'a tous en tête que qu'un exchange peut cracher, et bah, ça surfe sur la vague de peur et ça fait énormément d'impression. Donc, on va avoir des vagues de FUD sur les exchanges centralisés qui vont revenir dans les mois et années qui viennent, tant qu'il n'y a pas des grosses régulations mises en place de la part des régulateurs européens, américains, etc. Donc, vous inquiétez pas. En tout cas, juste si vous avez vu cette FUD, voilà, BitGet l'a adressé. Vous pouvez retrouver les articles sur leur site, sur BitGet official. Et voilà. Bref. Alors, il y a le co-founder de Cash App qui a été poignardé à mort à San Francisco. Donc ça, c'est un truc de ouf quand même. Tu te dis, frère, à San Francisco, c'est pas n'importe où. Maintenant, parlons de FTX 2.0. Alors, FTX 2.0, j'en ai déjà parlé, etc. Mais ça commence à se profiler de plus en plus. Comme vous l'avez pu le voir ces derniers mois, Gemini, Coinbase attaque le marché international, laissé béant par FTX. Parce que comme vous pouvez le voir, bah, surtout, et puis même surtout le marché européen, nous en Europe, on a quoi? On a BitGet et Bybit, c'est tout. Binance est interdit en termes de futur, etc. Donc Coinbase et Gemini essayent de se faufiler sur ce marché et ils sont en train de voir pour créer des filiales internationales qui sont hors US pour se libérer un petit peu des régulations qui commencent à s'intensifier hardcore aux États-Unis. Euh, pour moi, le mouvement FTX 2.0 Reloaded est en train de prendre pas mal d'ampleur. On voit que ça commence à farmer pas mal d'engagement, etc. sur Twitter. Et c'est logique en fait, simplement parce que FTX, je vois pas pourquoi il pourrait pas restart. Pour moi, ce serait la meilleure chose qui puisse arriver. Et actuellement, dans les statements du comité de restructuration de FTX, on voit beaucoup de mentions à FTX 2.0, notamment la création d'un exchange test pour retester l'expérience utilisateur. Notamment, ils ont dû faire, j'imagine, des modifications, etc. Ils sont également en train d'analyser la possibilité de relancer l'exchange en termes de taxes, en termes de juridiction US, etc.
Et ils sont en train également de corriger les problèmes de sécurité sur FTX pour un potentiel reboot. Donc c'est big, ça c'est des infos qui viennent du comité de restructuration, donc ils sont clairement en train de taffer là-dessus. Ils ont également gardé la moitié des membres d'FTX parce qu'il y a encore parce qu'il y a encore 165 employés qui sont toujours employés par FTX pour FTX. Tout ça laisse vraiment à penser qu'ils sont en train de charbonner pour relancer l'exchange, ce qui est en soi logique parce que comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, on pourrait très bien créer un token de dette et être remboursé par l'exchange et par conséquent sur 2 ans récupérer la totalité de notre argent sur FTX et en plus de retrouver cet exchange qui était à mon sens très très bon. Et si vous avez suivi, ils étaient en train également de mettre en vente FTX Japan, FTX Europe, qui sont 2 exchanges complètement solvables et utilisables techniquement. Il y a eu des potentiels acheteurs de FTX International. Ils ont décidé de mettre en pause les ventes aux enchères de FTX Japan et FTX EU pour se concentrer sur la vente du global en fait de la brand FTX à des investisseurs potentiels. Et donc il y a des gens qui se sont manifestés. Donc c'est très 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 big à mon sens. Voilà pour FTX 2.0. Maintenant, on va parler de petites trucs et astuces un peu poussés qui sont mis en avant par Chameleon Jeff, donc qui est un trader quant. Donc trader quant, il y a plusieurs types de traders. Il y a les traders manuels comme moi, vous et moi. Il y a les traders algo comme moi et Ronbot par exemple. Et il y a des traders quant. Et les traders quant, en fait, eux, ils vont faire beaucoup d'analyses statistiques très poussées pour modéliser le marché d'une certaine manière. Et après, soit ils le développent en trading algo, soit ils le développent en manuel, donc dans le sens où ils vont avoir des screens qui vont leur indiquer les probabilités à chaque instant, et à ce moment-là, ils vont décider oui ou non d'exécuter le trade manuellement. Voilà. Et donc lui, ce mec-là, il fait ça. Pour Binance, il parle d'une astuce en fait qui consiste à si tu as un assez gros volume, tu vas pouvoir gérer toi-même ton risque avec ta margin, etc. J'imagine que ce sont les VIP tiers, etc. Et en gros, quand tu gères ta margin et que de ton côté, toi-même, Binance ne va pas la vérifier quand il va lancer les ordres et par conséquent, ton ordre va partir directement dans le matching engine qui s'occupe de matcher les ordres pour lancer les trades. Et par conséquent, tu vas gagner en latence une fois que tu peux activer ce mécanisme et gérer ta margin toi-même. En deuxième point, il raconte en fait comment c'est possible de créer des datasets et de réussir à mettre des labels sur les order ID. Donc les order ID, c'est dès que tu envoies un ordre dès que tu envoies un trade, tu as un order ID qui est créé par la plateforme. Et avec l'action du prix en fonction de quand il a placé l'ordre, etc., ils arrivent à faire des datasets et à mapper les ordres sur des flows, sur est-ce que le mec qui a placé l'ordre est un trader retail ou est un trader professionnel. Et ce qu'il raconte, c'est qu'en AHFT, donc High Frequency Trading, ils arrivent à trader contre ou avec ces flows en fonction de si c'est des traders pro ou retail et par conséquent profiter de ces informations. Donc c'est big en vrai, c'est insane de se dire qu'ils arrivent à mapper des flows, des trades avec les order ID. Parlons maintenant de Euler Finance qui a été hacké il y a quelques semaines pour 200 millions de dollars et aujourd'hui, enfin le 5 avril, après 3 semaines de stress pour les clients, le hacker a décidé de retourner la totalité des fonds, probablement parce qu'il a vu qu'il a été traqué et des personnes avaient pu récupérer son identité, etc. Donc par conséquent, c'est pour ça qu'il a décidé de tout, c'est pour ça qu'il a décidé de tout rendre à mon avis. Voilà, donc si vous hackez en crypto en 2023, ne soyez plus si sûr de ne pas être retrouvé parce que ce n'est plus le cas. Voilà, donc là, l'ouverture de l'exchange OpenX, comme on l'a vu. Vous avez probablement vu passer la rumeur d'Interpol et de Binance, comme quoi le PDG Changpeng Zhao serait recherché par Interpol. Et donc en fait, cette rumeur a été relayée par beaucoup de monde, notamment par des journaux crypto, etc. Donc ça a pris beaucoup d'ampleur très vite. Le début de la rumeur n'était autre qu'un tweet de Kobe. Donc Kobe qui est un influenceur entre guillemets du crypto Twitter US depuis 2013. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai énormément appris avec lui à ses côtés, etc. Depuis ma création Twitter en 2017. Et donc c'est un mec pour moi qui a apporté énormément à la cryptosphère. Il a vraiment créé beaucoup de valeur dans le milieu. Donc je vous invite à aller le follow si vous ne le connaissez pas. Et en fait, c'est malgré lui qu'il a créé cette rumeur. Pourquoi? Parce que comme il l'explique dans ce tweet-là, c'est que en gros,
Dans l'année, il fait une vingtaine de prédictions qu'il encode avec l'algorithme du SHA-256 qui est utilisé partout en encryption, sur Internet, partout, partout, partout. Et cet algorithme, en fait, personne ne peut décrypter ce qu'il a écrit. Donc ça faisait une phrase hexadécimale et personne ne peut décrypter. Sauf que il en a parlé de sa théorie, de sa prédiction, comme quoi il y aurait une red notice d'Interpol pour ses aides. Il en a parlé à ses amis proches, etc. Et il y a un de ses amis proches qui a repris son tweet et qui a mis la phrase décodée. Et en fait, bah, une fois que tu as la phrase décodée, tu peux vérifier en re-encodant que tu as bien le code hexadécimal. Et donc ça prouve que ce que Kobe voulait dire, c'était ça. Et donc c'est parti en panique. Mais en fait, ce que les gens ne savaient pas, c'est que Kobe, comme il l'explique, c'est qu'il fait ça 20 fois par an. Il n'y en a qu'une qui est vraie. Et en fait, il le fait parce que comme ça, une fois s'il y a des prédictions qui se passent, et ben, il va pouvoir retourner vers son tweet et montrer que c'était bien une des prédictions euh, qu'il avait faites. Voilà, et que c'était écrit sur ses tweets, enfin que c'était écrit et que c'était acté dans la pierre. Et donc c'est pour ça qu'il fait ça, pour s'amuser un petit peu. Sauf que bah en gros bah il y a un ami qui l'a divulgué. Et donc c'est pour ça que c'est parti en sucette. Et vu que Kobe il a 700-800 000 abonnés et que c'est quelqu'un qui a toujours été ultra sérieux, bah quand les gens ils ont vu ça qui provenait de lui, ils se sont dit ouais il doit avoir une source de fou, etc. En fait non, c'est juste qu'il fait ça pour le fun. Petite suite, Bug de Sam CZson, donc qui est un des chercheurs à Paradigm, donc un des plus gros fonds d'investissement crypto et de recherche. Donc en fait, il faut bien comprendre ce que c'est un MEV-bot. Les MEV-bots, c'est des bots qui vont exploiter euh, des inefficacités dans les blocs sur Ethereum avec des techniques notamment sur le fonctionnement de la VM, de la virtual machine sur Ethereum. Une des attaques les plus connues s'appelle la sandwich attack et c'est le fait de sandwicher des transactions dans des pools de finances décentralisées. Donc par exemple, vous voulez acheter 30 000 Ether en USDC avec un slippage de 2%. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous exécutez la transaction. Le bot, les bots qui monitorent, ils vont voir que vous voulez acheter ça à tel truc. Ils vont analyser la liquidité dans la pool. Et en fonction de ça, ils vont voir si c'est rentable pour eux d'acheter avant vous, faire monter votre prix. Vous allez acheter, ils vont vous revendre sur la gueule. Et donc, ils font ça en permanence. Toutes les transactions sont monitorées sur la blockchain. Et si c'est le cas, et bah, le bot, il va faire en sorte de payer des gas fees pour se mettre juste devant vous, pour être exécuté à la milliseconde avant vous. Et ensuite, il va remettre une transaction pour revendre juste derrière vous. Donc en fait, il va profiter de votre achat pour se faire de l'argent et profiter en fait des fees et des slippages que vous allez vous prendre. Et donc ça, c'est une des attaques les plus connues. Les mevbots bah, sont très 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 rentables jusqu'à aujourd'hui où quelqu'un a exploité une faille qui s'appelle le Mev Boost Relay qui a été patché d'ailleurs pas longtemps après. Et en gros, c'est du coup un bot qui a réussi à exploiter les autres bots de Mev et il s'est fait 20 millions de dollars en l'espace de un bloc. Voilà, donc il a réussi à les défoncer. Je sais pas exactement comment ça marche, mais en tout cas c'est assez une dinguerie. Donc si ça vous intéresse de voir l'attaque en elle-même, je vous laisse tout lire, mais ça devient trop compliqué pour le format et même moi je suis même pas sûr de bien comprendre. Tweet maintenant de mon frérot Colepi. Donc Colepi, il a une newsletter The Macronomist qui fait de la macro et de crypto en général. Et en fait, là, il a mis un petit tweet sur le système financier traditionnel et comment le Bitcoin est un CDS, donc un crédit défaut swap, sur le système économique traditionnel en général. Et un crédit défaut swap, en fait, c'est un moyen dans la finance traditionnelle d'acheter d'acheter ce produit financier pour en fait vous protéger des risques en cas de défaut sur telle ou telle contrepartie. Donc par exemple, si si par exemple vous prêtez de l'argent à une banque ou à des particuliers, etc., vous pouvez, si c'est possible, avoir des CDS sur ces prêts. Et donc, par conséquent, vous hedge votre risque si il y a un cas si par exemple la personne à qui vous avez pris de l'argent fait un défaut. Et donc l'idée c'est que bah, le Bitcoin c'est un hedge sur le système traditionnel, c'est-à-dire que si le système traditionnel s'écroule ou si vous pensez qu'il va s'écrouler sur le long terme, et bah avoir du Bitcoin ça permet d'être en dehors du système traditionnel et donc de se hedger de ce risque. Donc c'est ce il a mis en valeur dans ce tweet et je trouve ça intéressant de vous le partager. Maintenant, un tweet sur le drama de Arbitrum. Comme vous avez pu le voir, ils ont créé un fonds et ils voulaient allouer 750 millions de tokens ARB au fonds pour gérer les expenses, etc. Sauf que
Plot twist, donc ils ont demandé à la communauté de voter si oui ou non ils avaient le droit de faire ça, donc donner ces 750 millions d'arbres à la fondation. Ce à quoi les gens ont voté non, mais au final, bah, Arbitrum, ils ont fait, bon, bah, en gros, ils ont fait. Sauf que ce à quoi Arbitrum, ils se dit, ah, mais en fait, on l'avait déjà fait, voilà. Donc en gros, le vote, c'était purement du bullshit. Ils avaient déjà commencé à vendre des tokens, ils avaient déjà commencé les transferts et tout. En fait, le token, c'était, en fait, le vote, ils se sont dit, ok, c'est bon, ils vont dire oui. Et en fait, tout le monde a dit non. Du coup, et du coup, ça les a ken. Et du coup, voilà, super. Gros drama sur Arbitrum pour ça. Et maintenant, parlons et terminons là-dessus sur l'algorithme Twitter. Donc, il a été mis en open source le 31 mars par Elon Musk. Donc, ça, pour moi, c'est un move que je félicite. Pourquoi? Parce que actuellement, les algorithmes, donc nous, créateurs de contenu, bah, en fait, forcément, on va vraiment dépendre du bon vouloir des algorithmes. Et je trouve ça assez aberrant qu'on n'ait pas d'informations sur comment sont rankées un petit peu les vidéos, les tweets, etc. Pour nous aider tout simplement à faire une création de contenu plus intéressante et même si sans forcément changer ton contenu, mais juste pouvoir mieux visualiser, mieux visualiser en fait le network et comment ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, je félicite l'action d'Elon Musk d'avoir mis en open source l'algo et aussi dans un cadre de transparence où bah du coup on voit pourquoi il y a des trucs qui sont favoris et aussi dans le souci de transparence pour voir s'il n'y a pas de la répression d'un côté ou d'un autre pour tel ou tel critère. Pour que ce soit pas trop long, j'ai demandé à ChatGPT de nous faire un résumé, je vais peut-être rajouter des trucs dessus. Mais si vous voulez, vous pouvez cliquer ici sur le tweet d'Elon Musk, vous le retrouvez, et vous pouvez aller sur le GitHub, lire le code entièrement, etc. etc. Donc l'algo et plus particulièrement le système de recommandation est composé en trois étapes. Donc d'abord récupère des millions, des centaines de millions de tweets à partir de différentes sources de recommandations pour sélectionner des candidats et les candidats vont ensuite il va classer chaque tweet à l'aide d'un modèle d'apprentissage automatique donc pour déterminer à quelle catégorie le tweet appartient. Et enfin, ils vont appliquer des heuristiques et des filtres pour éliminer certains tweets, par exemple NSFW ou des tweets racistes ou des trucs, etc., qui ne devraient pas être sur Twitter. Ou alors qui appartiennent à des utilisateurs que vous avez déjà bloqués ou des tweets déjà vus. Donc le service, il s'appelle donc le service qui est responsable donc du feed pour vous, il s'appelle le Home Mixer. Il est construit à partir du Product Mixer, donc c'est un framework Scala qu'ils ont créé, etc. D'ailleurs, big up, le Scala a été créé par un professeur de mon ancienne école. Voilà, PFL. Donc Twitter, il utilise plusieurs sources de candidats pour récupérer les tweets récents et pertinents pour un utilisateur. Donc ces tweets, ils proviennent à la fois des in-network, donc c'est les personnes que vous suivez, et des out-network, donc des personnes que vous ne suivez pas. Et ces tweets sont réparés entre 50% et 50%. Donc vous allez avoir des deux catégories qui vont apparaître, qui pourraient potentiellement apparaître dans votre pour vous, avant d'être classifiés et d'être analysés. Ensuite, il y a un classement dans ces tweets out of network qui est réalisé avec un réseau neuronal d'environ 48 millions de paramètres et donc qui est continuellement entraîné avec les interactions pour optimiser l'engagement positif. Je voulais vous parler, donc ce qui est important, c'est les paramètres de ranking de l'algo. Parlons maintenant de ce qui est important, c'est-à-dire les paramètres et de comment ils influencent vos tweets dans l'engagement. Donc on peut voir ici que les retweets boostent de 20 fois la recommandation de vos tweets, contrairement aux replies qui, elles, boostent que de une fois. Et les likes, eux, boostent de 30 fois. Donc les likes sont vraiment ce qui va le plus déterminer si votre tweet va être mis en avant par l'algorithme. Et vous avez également un boost de 2 fois si vous incluez des vidéos et des photos dans votre tweet. Vous pouvez également avoir des malus si vous faites des fautes en écrivant. Voilà, c'est un petit peu les points, les plus gros points. Je crois qu'il y a un boost également si vous êtes un Twitter Blue. Donc ça, c'est pas étonnant en vrai. D'ailleurs, big up, j'ai payé le Twitter Blue justement suite à cette analyse, frérot. Et pour finir, vous pouvez avoir également des points négatifs si bah, vous êtes bloqué par beaucoup de monde, si vous êtes muté par beaucoup de monde, si vous êtes flagué par des gens, vous êtes reporté, etc. Vous perdez des boosts sur vos tweets, donc vous êtes perdez en ranking. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'algo. Et maintenant, on sait comment Twitter favorise donc les tweets.
Et ce pipeline de sélection de tweets, il fonctionne environ 5 milliards de fois par jour et se termine environ en moins de 1,5 secondes. Voilà, donc c'est énorme. Et donc maintenant on sait plus ou moins comment fonctionne et comment Twitter sélectionne les tweets et on sait également ce que met en avant Twitter pour favoriser l'engagement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à jeudi prochain pour le prochain Tisma Show. Allez, à plus!